utiliser l'anglais. Merci. Nous allons enregistrer cette session. Et je vais commencer en vous donnant la bienvenue. Merci de prendre le temps de participer. C'est très important et très intéressant. Comme sujet, Public Pharma, je vais passer une petite introduction et après, nous allons passer aux panélistes. Mais juste pour commencer, je voudrais vous dire que ce webinaire, le rôle est de lancer publiquement notre rapport de politique sur Public Pharma. C'est un rapport de politique qui a été créé par le dialogue interne avec nos partenaires pour créer cette position très cohésive sur ce que est Public Pharma, ce que nous voulons dans AGV et tous les aspects que nous voyons essentiels pour Public Pharma. Nous allons partager les liens pour le rapport de politique dans le chat dans quelques secondes. Et je voudrais juste dire que Public Pharma est un outil pour, non pour fixer le système, mais pour créer un nouvel système, pour donner l'accès aux technologies qui sont en dehors de la logique du marché. Comment y accéder et quelques détails pour le faire. Ce sont les choses que nous voulons discuter avec vous aujourd'hui, avec les panélistes qui vont vous expliquer sur la gouvernance de la santé mondiale, connaissances traditionnelles, quelques exemples pratiques sur souveraineté dans le sud global. Et nous espérons d'avoir une conversation très engageante avec vous tous et toutes. Alors, je m'arrête maintenant et je vais demander à notre premier panéliste de se présenter. C'est Alan. Alors, je passe la parole à Alan. Merci, Zara. Je vais parler portugais. Je vais profiter de cette opportunité de parler dans ma propre langue. Je suis ici en train de essayer de partager mon écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer si vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Très bien, merci. Alors, je vous remercie d'être présent ici dans cette réunion avec un sujet, pour un sujet qui est tellement important. J'ai une tâche qui est très difficile. Je dois présenter qu'est-ce que c'est les public pharma. En 10 minutes. Cela pourrait me prendre quelques heures en effet, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Beaucoup d'entre vous pouvez vous demander sur la meilleure traduction même pour le terme public pharma. Nous disons pharmaceutique publique en portugais et en espagnol. Ce n'est pas une traduction parfaite, mais après plusieurs consultations, nous sommes arrivés à la conclusion que en portugais et en espagnol, il y avait du sens à le traduire comme ça, pharmaceutique publique. Mais c'est une construction collective aussi. Alors, c'est le travail de traduction que nous avons fait ensemble. Nous allons au point maintenant. Dans ces 10 minutes que j'ai pour partager avec vous, je voudrais travailler avec 4 questions. Qu'est-ce que la pharmaceutique publique? Pourquoi est-ce que nous luttons pour elle? Pourquoi est-il important pour lutter pour la formation des pharmaceutiques publiques? Et comment est-ce que nous sommes en train de le faire? Voilà les aspects que je voudrais traiter dans le temps que j'ai pour partager avec vous afin d'ouvrir l'espace pour les autres interventions. Alors, vers la fin, nous aurons quelques temps pour approfondir notre débat. Allons à l'essentiel. Qu'est-ce que le pharmaceutique public? Qu'est-ce que sont les pharmaceutiques publiques? Ce n'est pas simple.
Ce n'est pas une discussion technique, c'est une question politique. Et selon la région de la planète où vous en êtes, nous aurons des définitions différentes. Justement parce que ce n'est pas une équation mathématique que nous pouvons avoir une réponse unique. Mais je veux partager maintenant la perspective du mouvement pour la santé des peuples par rapport à ce sujet. Notre position est très claire et vous pourrez la trouver dans notre document de position, ces documents que Zara a mentionnés. L'idée des pharmacies publiques, Public Pharma, est une idée qui est construite directement et qui est opposée au terme Big Pharma, qui est un terme anglais que beaucoup de vous connaissez. Et je vais vous donner une révision rapide. Big Pharma sont des grandes entreprises transnationales qui cherchent les gains à tout prix. C'est ce que nous comprenons par Big Pharma. Qu'est-ce qu'une pharmaceutique publique? Ça sert essentiellement à savoir qu'est-ce que Big Pharma. Et comme ça, vous pouvez imaginer un modèle opposé. Qu'est-ce que ce modèle opposé? C'est une structure publique des contrôles par l'État, propriété par l'État, qui s'engage en recherche, en développement et production et ou la distribution des technologies pour la santé. Pourquoi est-il important cet et où? Parce que de notre point de vue, c'est une infrastructure publique contrôlée par l'État et dédiée seulement à la recherche ou seulement au développement ou seulement à la fabrication ou seulement à la distribution des technologies de la santé, on pourrait les considérer comme un exemple de pharmaceutique publique. Mais nous avons aussi beaucoup d'autres exemples des pharmaceutiques publiques qui s'engagent en toutes ces étapes au domaine du processus de production. Et ça, c'est très important pour nous, pour que nous voyons clairement qu'il y a des exemples évidents tels que, par exemple, ceux qui connaissent Fiocruz au Brésil, qui est un exemple de pharmaceutique publique. Mais il y a d'autres instituts de la propriété de l'État qui sont capables de faire des recherches de base ou qui distribuent des technologies de la santé. C'est un système public, alors, qui peut être une expression de la diversité et que nous pouvons le considérer comme pharmaceutique publique. Et maintenant vient la deuxième partie. Le système qui est en vigueur, le système contrôlé par les Big Pharma, a fait faillite, a échoué. Et il va continuer à échouer. Nous n'avons les moindres doutes. Nous en sommes certains. Nous ne pouvons pas continuer à coexister avec ce système. Un système basé sur les pharmacies publiques peut amener plein de bénéfices. Ici, je vous montre une vision complète des améliorations que nous pourrions obtenir à partir de l'amélioration des systèmes de Public Pharma, en garantissant la souveraineté de la santé, quelques aspects évidents tels que la réduction du prix des technologies de la santé, aussi faire front à la pénurie des médicaments. Mais il y a des choses qui peuvent être moins évidentes. Par exemple, le système de pharmacie publique peut bénéficier même les pratiques environnementales plus durables, meilleures conditions de travail pour les collègues du secteur de santé. Parce que quand on réduit le gain comme objectif, nous ouvrons des espaces à une perspective plus holistique sur ce que la santé et quel est le rôle de l'État dans la production de santé en tant que droit et non seulement en tant que commodity commercialisée. Voilà un résumé des raisons pour lesquelles nous ne pouvons permettre que le système public, qu'un système public soit dominé par le secteur privé. Nous avons une stratégie claire pour les prochaines années qui a été construite avec
par plusieurs collègues de différentes organisations et des spécialistes. Et vous, si vous êtes ici, si vous êtes présent, je suis reconnaissante. Et nous pouvons faire une adaptation pour chaque domaine. Mais pour cette présentation initiale, ce que nous pouvons faire est le résumer de cette manière. Cette grande coalition de acteurs qui se concentrent dans la promotion des pharmaceutiques publiques partout dans le monde, nous, ensemble, nous avons trois stratégies principales. Établir de nouvelles initiatives publiques, des nouvelles pharmaceutiques publiques à travers des propositions spécifiques que nous sommes en train de divulguer depuis quelque temps. Et aussi reconnaître que nous avons déjà plein d'initiatives à niveau des pharmaceutiques publiques dans tous les continents. Alors, il ne s'agit pas seulement de suggérer la création de nouvelles pharmaceutiques publiques, mais que nous voulons protéger les pharmaceutiques publiques qui existent déjà et les élargir. Dans la pratique, cela signifie que quand nous avons déjà une pharmaceutique publique est attaqué par des aspects financiers, nous devons les protéger de l'attaque néolibérale, qui, de l'attaque qu'elle exerce. Et quand il y a une pharmaceutique publique qui travaille dans certains groupes de maladies, il n'y a pas de raison pour que nous ne puissions pas élargir cette pharmaceutique publique avec plus de ressources publiques. Voilà des exemples sur ce que nous disons par rapport à la protection et l'élargissement. Et pour vous expliquer comment nous le faisons, je voudrais vous inviter à mieux connaître cette initiative Public Pharma for Europe Coalition, qui est la pharmaceutique publique pour l'Europe, où nous sommes en train de travailler depuis l'année dernière avec plusieurs organisations, avec une partie de notre mouvement pour la santé du peuple et avec plein d'activistes, organisations, activistes aussi, qui s'engagent dans la promotion des pharmaceutiques publiques dans les continents européens. Non seulement en bénéfice de l'Europe, mais parce qu'il y a une compréhension claire que la pharmaceutique publique partout est un bénéfice pour le reste du monde et plein est lié à la vision contraire, qui sont les alliances publiques-privées. Alors, je vous invite à mieux connaître cette initiative et à visiter nos réseaux sociaux pour mieux comprendre cette proposition qui essaye de combiner l'importance de la souveraineté et la solidarité. Voilà la plus grande importance. Et finalement, je voudrais renforcer l'importance de notre document de position qui a été publié. Et je voudrais vous dire qu'il est disponible dans plusieurs langues. Et encore de nouveau, c'est un processus en marche, un projet en construction que tous et toutes, si vous pouvez nous donner une proposition, nous serons très reconnaissantes. Sur cette base, je voudrais vous remercier d'être présente et de vous dire que voilà, c'est seulement un pas sur ce que nous sommes en train de faire déjà, c'est-à-dire défendre toute la sagesse ancestrale. Et c'était très important que nous puissions nous rencontrer, que nous renforcions cette lutte et que pour que nous continuions à travailler ensemble parce que voilà la manière de travailler. Très clair ce que nous avons raconté. Vers la fin de ce webinaire, nous avons prévu faire une session de questions-réponses. Est-ce que, si vous voulez, vous pouvez préparer votre question pour la fin? Je vais passer la parole à Lauren pour que vous vous présentiez et que vous partagiez ce que vous avez à dire. Je m'appelle Laurence Parmentier. Je suis une des personnes qui
aide à coordonner ce type de programme. Oh, une ou deux fois par an, nous travaillons sur le plaidoyer avec d'autres activistes partout de la planète. Et comment est-ce que nous y participons? Bien. Nous organisons des activités de promotion, peut-être pas au niveau professionnel, mais à participer dans des activités organisées par d'autres. Aujourd'hui, je tiens à vous parler de notre façon d'agir sur le public pharma dans un forum comme le MSP. Je vais en parler et également je vous raconterai comment nous avons communiqué cette initiative. Très bien. Pour commencer, nous avons travaillé sur plusieurs fronts. Nous aimerions garantir avoir la capacité non seulement d'être le producteur de matières premières. Nous avons eu ces discussions depuis la pandémie et nous devons parler de la propriété. Nous pouvons avoir accès à la souveraineté autour de la santé et nous devons également parler de la structure de l'industrie pharmaceutique. Et c'est très important pour HM. Et dans la déclaration, on peut le voir. Et il est important que les personnes puissent avoir accès à prendre des décisions autour de leur santé. Pour ce faire, il faut avoir une participation informée et bien sûr de la transparence dans l'information pour que les décisions puissent être prises de façon démocratique. En ce qui concerne le coût, la programmation, et c'est quelque chose de très important, à mon avis, de garantir. Et il serait plus facile de le faire au niveau public et privé, bien sûr. Encore une autre composante de la déclaration porte sur les technologies de l'appropriation culturelle et nous allons en parler. Mais discuter que culturellement approprié serait plus intéressant d'aborder depuis la production publique où tout le monde peut participer d'une façon démocratique. Voilà un de leurs devoirs et droits, pardon. C'est un synopsis qui manque dans les discussions autour du sujet. Par rapport à l'OMS, le processus est assez compliqué parce que parfois des choses essentielles telles que les questions liées à la propriété privée et publique ne sont pas faites exprès dans l'agenda. Et pour ouvrir la conversation, nous pourrions parler de l'économie et de la santé pour tous. Il s'agit d'une initiative assez importante parce qu'elle nous montre que les gouvernements doivent être proactifs à gouverner l'économie. Cela n'est pas doit être quelque chose d'accessoire. L'économie doit en faire partie et, et, garantir que la santé soit d'accès pour toutes et tous. Une des questions que nous avons abordées, par exemple en 2024,
a été d'entendre quelques interventions assez humbles et pour que plusieurs personnes nous partagent leur sagesse sur la façon de promouvoir l'accès à la santé. Pour quelques-uns, ces modèles pourraient être impossibles. Donc, la question, c'est de les rendre possibles. Et une des questions que nous devons reconnaître est l'évidence. Par exemple, avec le cas du Brésil, et il y en a bien d'autres cas, par exemple l'Indonésie, la Chine. Je pense que un des points du rapport est que euh, par rapport aux recommandations du Conseil, nous devons nous concentrer sur l'évidence, c'est-à-dire comment cela a été déjà fait par rapport aux fonds publics. C'est pour cela que nous avons demandé des détails historiques et contemporains sur le pharma et c'est dont nous allons parler au sein de notre organisation. Nous devons donc documenter ces cas parce que cela porte notre base mais pour ceux qui nous disent que c'est pas faisable. Une autre question significative me semble, c'est que les États membres puissent démarrer un programme de collaboration lié à la question du pharma public. Nous aimerions avoir un modèle dont nous pouvons parler sur la propriété publique, la distribution de la santé. Voilà quelques suggestions et des questions que nous avons déjà mises en œuvre. Si nous pensons à la pharmacie publique, nous devons parler à l'échelle mondiale, nationale, régionale. Une question importante est de faire arriver un changement de l'assistance humanitaire vers la dépendance vis-à-vis des entités privées, comme cela a été le cas avec les vaccins. Je pense que cela a eu comme résultat des différentes fabrications en dépendant de la région. Et pour la fabrication de vaccins, où je suis, en Afrique, il y a eu des améliorations, mais nous devons continuer à discuter la question de la propriété. Donc, les activistes au niveau régional devraient prendre en considération. Et encore une fois, par rapport à l'échelle régionale, et à mon avis, les États visent l'efficacité et les coûts. Mais je pense que pour le pharma public, il est difficile de dire que le bénéfice, surtout pour les États du Sud, se trouve dans le coût. Et bien sûr, cela va pas être une question mieux marché, mais comme des activistes politiques, nous devons persuader les gouvernements que ça vaut le coup, même si au moyen terme, cela peut être perçu comme une perte. Nous produisions nos produits pharmaceutiques et cela va nous créer une souveraineté. Et il s'agit également de la composante sur l'efficacité.
Mais s'il y a des importations de médicaments, nous devons prendre en considération l'idée euh, devoir dépendre de la médecine étrangère. Et cela a été le cas avec le vaccin pour la COVID. Dans la plupart des cas, ça suffit pas quand on doit reconnaître la souveraineté en termes pharmaceutiques. Donc, nous devrions penser la propriété pharmaceutique au sud global. C'est quelque chose de très important, mais nous devons également persuader les leaders à l'échelle nationale. Merci, Lorraine. Tu nous as fait réfléchir sur pas mal de points importants. Et par la suite, nous passons la parole à Vivi, notre présentatrice. Merci, Sarah. Ma présentation sera en anglais, mais je tiens à vous remercier dans ma langue. C'est ma langue maternelle. Je fais partie de la population quechua dans le tableau national de la Bolivie. Merci au PHM de nous avoir donné une voix, d'avoir favorisé le respect de nos traditions. Je sais que le sujet est très important. Et nous avons comment les grandes industries pharmaceutiques nuisent à nos populations. En Bolivie, je constate depuis 15 ans comment nous nous battons contre le grand pharma. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous devons reconnaître les dommages qu'ils portent à nous et au territoire. Nous devons nous rappeler également que nous avons fait face à pas mal de dommages et nous avons donné une réponse à peu importe quel type de maladie grâce à notre sagesse ancestrale comme de peuples originaires. Donc, permettez-moi de rappeler toutes les personnes du monde que nous sommes vivantes parce que notre médecine ancestrale est vivante. OK, par la suite, je vais partager ma présentation. Très bien, puisque nous avons seulement 10 minutes, je vais essayer d'être aussi bref que possible. Comme membre de PHM, nous nous battons parce que la santé est un droit et pas une marchandise. C'est très important et cela veut dire que notre lutte est contre le capital et pour la décolonisation de la santé, comme le mouvement pour la santé du peuple. Nous devons faire des partenariats pour que tous les territoires aient accès à la santé. Parce qu'il y a des territoires qui n'ont pas de santé, de l'eau, qui sont en guerre, donc nous devons le promouvoir à l'échelle mondiale. Et ce sujet de la grande industrie pharmaceutique nous montre comment notre médecine ancestrale en fait partie également. Les aliments sont un droit parce que l'aliment qui vient de la mère terre est notre premier état de santé et les États doivent nous garantir ce droit. Sinon, c'est difficile pour les personnes de s'organiser pour y arriver. Si nous parlons de la détermination sociale de la santé, nous avons besoin de la dignité du peuple. Si nous y arrivons pas, personne pourra être sain. Si nous prenons en considération le racisme et le classisme,
les universités, les écoles de médecine créent des médecins, mais dans les paradigmes actuels qui ne reconnaissent pas la médecine ancestrale et qui considèrent la médecine comme une marchandise sans prendre en considération le côté social, ne nous permet pas de reconnaître que ce dont nous avons besoin en premier lieu, c'est des aliments sains et que nous avons besoin d'une vie sans classisme et avec santé dans notre territoire. Et c'est pour cela que nous travaillons pour le favoriser parce que à travers l'impérialisme, le génocide, le colonialisme, une monoculture nous a été imposée. Nous avons oublié nos racines ancestrales. Je viens d'un entourage assez humble et nous devons nous rappeler que nous sommes encore en vie parce que notre culture est vivante. Nous faisons partie de la culture andine, dans mon cas, et nous prenons en considération le soleil, la lune, ce qui est sacré pour nous. En Bolivie, la communauté Kausai est présente. Il s'agit de peuples de culture millénaire et nous sommes en vie. Et notre sagesse ancestrale est liée aux chants, aux traditions. Et notre proposition, notre suggestion de buen vivre, c'est pas la nôtre, c'est de la mère Terre parce que nous lui appartenons. Nous avons nos ancêtres et nous nous demandons euh, qu'est-ce qui est mieux? La culture académique, le système de médecine ou le système ancestral? Nous favorisons le dialogue comme si nous étions des égaux. C'est pour cela que nous devons nous allier avec la décolonisation et la dépatriarcalisation de la sagesse. La sagesse ancestrale est derrière la possibilité de nous avoir maintenu en vie de l'agroécologie parce que nous n'utilisons pas de pesticides. Euh, Elle s'occupe de la santé de nos animaux. Et c'est là en lien avec le grand pharma parce que nous sommes de plus en plus bombardés par les agrochimiques, la monoculture et la pollution. Tout cela nous pollue, c'est pour cela que nous favorisons le respect du cycle de vie et de la mère Terre. Nos grands-pères, nos ancêtres suivent la même lignée comme nous et ils ne sont pas reconnus. Le modèle monoculturel où nous vivons est capitaliste, néolibéral. Cela nous fait croire que c'est le seul à exister, mais c'est pas vrai parce que notre sagesse ancestrale se fonde sur le collectif, la générosité, les communautés. Les communautés organisent leurs propres produits médicaux à partir de traditions. Leur santé est égale à dignité, à une vie sans humiliation. Cela se fonde sur une pensée propre, sur le cœur. Nous devons nous y penser quand la communauté se trouve dans un point de non-retour en ce qui concerne quoi choisir. Nous devons prendre en considération la terre qui en souffre à cause de traitement qu'elle reçoit. Et la justice sociale, c'est quelque chose que nous toutes et tous souffrons, tout spécialement les fermiers, les producteurs d'aliments dans toute la planète. Et c'est pas l'industrie pharmaceutique qui en souffre. C'est la marque
de des gens normaux qui s'occupent de nous. Nous avons cette loi nationale en Bolivie qui s'occupe de transmettre nos connaissances ancestrales. Nous avons différents documents. Pendant la COVID, nos peuples autochtones se sont occupés de, de leur santé avec leur propre sagesse. Je voudrais vous partager cet exemple de la région amazonienne entre l'Équateur et le Pérou. Ils ont, nous sont soignés avec nos plantes nationales. En Bolivie, nous avons différents pays, nous avons différentes nations. Je vous invite à rechercher ça. Nous nous sommes occupés de la pandémie avec nos plantes, nos cérémonies, et nous sommes vivants. C'est très nécessaire de le reconnaître. Et comme femme sage de la population quechua, c'est le moment où nous amenons de nouvelles paradigmes de vie qui sont basés dans les soins des uns des autres, l'amour, la dignité, la réciprocité, parce que la nature est notre meilleure soignante. Nous occupons de l'agroécologie aussi. Nous devons nous occuper de la dignité pour notre propre vie. C'est le moment de que notre peuple fleurisse. Nous sommes fatigués de voir que nos peuples soient violés, assassinés, qu'ils luttent contre l'injustice sociale partout dans le monde parce que nous tous méritons la vie. Et nous tous, peut dire, n'importe où vous soyez nés, quelle langue vous parlez, nous appartenons tous à la vie moderne, à la mère terre. C'est pour cela que je suis en solidarité au peuple palestinien qui résiste la conquiste, la colonisation, comme nous avons résisté pendant 500 ans. Et le Big Pharma est basé dans le capitalisme. Seul le capitalisme et les marchandises, non pensant aux droits des personnes, promeuvent ce processus de recherche. Nous, j'appartiens à dans notre communauté, dans notre réseau de communication autochtone, nous promouvons notre médecine. Nous avons différents documents internationaux qui promeuvent cette déclaration Almata, ce qui fait partie de ces réseaux merveilleux. Je voudrais le promouvoir pour reconnaître que notre santé est non seulement physique, mais holistique, c'est-à-dire spirituelle et mentale, spécialement. Nous avons participé de cet événement dans le Congrès mondial des médecines traditionnelles. Et alors, nous avançons petit à petit. Ce qui est important est que nous devons nous rappeler que notre lutte sociale est pour la santé en tant que droit humain, de respecter notre droit à la santé. Comme a dit Ernesto Guevara, la première maladie qu'il faut guérir, c'est l'injustice sociale. C'est pour cela que nous appartenons au mouvement populaire de la santé et que nous promouvons cela. Depuis plusieurs années, nous sommes organisés pour promouvoir ces droits et nous avons participé cette dernière année pour nous rappeler que nous devons lutter ensemble pour construire la santé des peuples dans les mains des peuples. Nos collègues qui ne sont plus avec nous nous guident. Ils nous rappellent nous ont montré une belle manière de lutter. De l'Afrique du Sud, de l'Inde, de l'Argentine, d'El Salvador. Ces personnes ont vécu cette vie dans la lutte pour la santé et pour la vie de nous tous. Et c'est pour cela que nous luttons ensemble pour les pharmaceutiques publiques et aussi pour les médecines traditionnelles ancestrales. Notre médecine provient des plantes et des nourritures naturelles et nous devons nous reconnaître que nous, en Bolivie, par exemple, nous avons reconnu des produits qui sont produits par notre communauté, des produits qui viennent de notre sagesse, qui s'occupent de notre peuple. C'est possible, même petit à petit. Quelques gouvernements ne le promeuvent pas, peut-être parce qu'ils sont avec les Big Pharma, mais comme en tant que mouvement pour la santé des peuples, nous devons aider ces organisations pour que ça ce soit possible. Merci infiniment.
Merci, Vivi. C'est fantastique de vous entendre. Et c'est tellement important de amener ce débat au- à la conversation de Public Pharma. En tant que nous voyons que Public Pharma pourrait avoir un rapport avec les connaissances traditionnelles qui sont différentes des relations que les entreprises pharmaceutiques ont, qui dépisent peut-être ou qui négligent les connaissances traditionnelles ancestrales. Je voudrais passer la parole à Goupa, qui va nous rejoindre depuis son réseau. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous avez la parole. Merci, Sarah, et merci à tous les orateurs. En effet, je remplace ma collègue qui n'est pas bien aujourd'hui. Alors, j'ai 4 ou 5 points centraux que vais vous partager avec vous pendant les 10 minutes que j'ai. Premièrement, le libéralisme. Ça a été une mode de dire que tous les politiciens partout dans le monde ont dit, ils ont commencé leur campagne d'élection pour rassurer les affaires qu'ils n'allaient pas interférer. Et mais nous savons que tous ces paradigmes sont en train de changer, qu'il y a un mouvement pour s'éloigner de ça. Plusieurs de pays voient que l'idéologie néolibéraliste n'est pas considérée une bonne idée. Si vous permettez, je vais parler des gouvernements, y compris qui pensent que la santé doit être un affaire. Il y a une responsabilité importante pour l'État. Il y a un rôle du droit à la santé, du droit à aider la science. C'est la responsabilité, c'est l'obligation d'assurer que le droit à la santé, à la science, soit facilité pour que les personnes aient cette possibilité de jouir du droit à la santé. Dans la production pharmaceutique et les recherches pharmaceutiques et la distribution, à- maintenant, il y a un rôle qui ont le gouvernement la plupart du temps dans ce secteur. Plusieurs fois, ils sont liés avec le financement public de développement des produits pour qu'ils soient développés par des entreprises privées. En effet, c'est ça, aide au développement de certains produits pharmaceutiques, ce qui pose un grand problème. Et en même temps, nous voyons que ceci cause une disparité entre les personnes qui peuvent jouir de leurs droits, exercer leurs droits, en effet, à la santé et à la recherche, et ceux qui ne le peuvent pas. Ceci, nous le voyons partout dans le monde. Si nous voyons que la protection de la propriété intellectuelle exacerbe à plusieurs reprises ces inégalités et que pose aussi des discriminations entre les personnes selon leur origine, leur nationalité, quand nous parlons de l'accès aux médicaments. Par exemple, si une personne a une certaine nationalité, ils n'auront pas l'accès à certains médicaments qui sont financés ou soutenus par quelques initiatives publiques, par un autre pays, justement, ce qui pose un problème. C'est pour cela que nous avons une question juridique ici qui motive ce que le gouvernement, ce que l'État, en effet, est un rôle plus actif dans le développement, la production et la distribution des médicaments. Aujourd'hui, il y a un rôle
plus actif de la part des gouvernements par rapport à la recherche et à même la production, mais nous n'avons pas une grande participation du point de vue de la distribution, c'est-à-dire pour garantir que les médicaments arrivent aux personnes et qu'ils soient accessibles pour les personnes. Par exemple, nous avons plusieurs médicaments qui n'arrivent pas aux personnes, qu'il y a des pénuries parce que pour les entreprises pharmaceutiques, cela ne représente pas un, un profit très important. Alors, ils ne les produisent pas. Voilà un problème. Parce que s'il y a une pénurie de certains médicaments pour des maladies rares, alors il y aura des personnes qui n'auront pas le droit à la santé. Voilà qu'il faut avoir des acteurs qui n'aient pas le profit comme l'objectif final, parce que les entreprises vont chercher de produire de plus et plus de produits qu'ils puissent vendre à travers des campagnes de marketing et à plusieurs reprises ne sont pas éthiques parce qu'ils cherchent leur profit. Si nous voyons qu'il est important de changer de perspective et de promouvoir d'autres manières de participation dans la santé, pensant à garantir les droits aux personnes. Si rien ne limite le marché, si rien ne règle la manière dont les médicaments sont produits et vendus, voilà le monopole dans les mains privées, dans la puissance et dans l'acte. C'est pour ça qu'il est très important que l'État ait un rôle fondamental dans la production et la distribution des médicaments. Passons à d'autres questions que je voulais vous raconter. Je voulais chercher, pour partager quelques expériences. Comment le secteur public peut avoir un rôle dans la pharmaceutique. Il y a des exemples de partout dans le monde. Si nous pensons par exemple aux entreprises pharmaceutiques dans des pays comme la Thaïlande, nous avons en Malaisie aussi qui est Duo Pharma et nous pouvons voir quels sont leurs modèles. Ce sont des modèles très bons sur une espèce de participation de l'État avec un rôle fondamental dans la production de médicaments pour garantir une santé accessible pour tous. Il y a des exemples au Brésil aussi. Nous en avons parlé. Par exemple, dans la production des vaccins, l'État brésilien est en train de développer leur propre production de vaccins. C'est un grand exemple de public pharma. Voilà ce qui provoque que le rôle des parties privées devient plus moindre. Voilà notre objectif. Et il y a une autre raison pour laquelle il est important que le secteur public ait sa propre capacité de production. Il pourrait y avoir une crise, un choc, par exemple, à cause des tarifs très grands, très amples, et comme il peut y avoir des crises, il est important d'avoir la capacité souveraine pour y faire face. La production des vaccins en est une. Autrement, depuis une perspective de santé et sécurité publique, nous serons plus vulnérables. C'est pour cela que le plus solide que soit l'État pour exercer cette autonomie, souveraineté et autosuffisance, de plus près nous serons pour garantir les droits des citoyens. Je pense que avant les technologies du numérique, il était très difficile d'accéder aussi aux communications et aux connaissances. La pharmaceutique aussi a un grand rôle par rapport aux connaissances scientifiques. Maintenant, avant, nous étions plus limités en termes de technologie. Maintenant, ce n'est pas le cas. Et je pense que la technologie est utilisée pour le contraire des fois, pour restreindre l'accès aux connaissances
peut-être avec des protections, avec des mots de passe, par exemple. Mais de toute façon, même dans ce paradigme, on peut accéder à plein de matériel. Il y a plusieurs sites qui luttent contre ces limitations capitalistes telles que Sci-Hub ou LiveGen, qui cherchent précisément à libérer la connaissance, à libérer les connaissances des monopoles. Et il faut faire de même avec le pouvoir des pharmaceutiques, les libérer. Merci, merci, Kutupa. Et c'est une opportunité très intéressante, c'est que tu nous amènes pour réfléchir à comment cette turbulence, comment nous pouvons penser à l'accès à la technologie. Maintenant, j'aimerais que tout le monde allume sa caméra parce que je pense que nous sommes prêts pour passer à la session des questions-réponses. Je pense que nous pouvons le faire. Je pense que si vous pouvez, vous pouvez ouvrir votre micro. Je pense que vous êtes déjà habilité. Je vais essayer de les activer. Sinon, vous pouvez écrire dans le chat ou dans la boîte de questions-réponses. Pendant que je prépare la partie technique, je vais vous poser une question moi-même pour lancer cette partie de la séance. J'ai quelques questions déjà préparées. Je voudrais vous demander à Alan sur Public Pharma. Comment est-ce que cela peut être organisé dans des régions plus développées par opposition à ce qui se passe dans le sud global? Plusieurs fois, nous pensons que au sud global quand nous parlons de ces aspects, mais nous pourrions penser aussi comment ces questions sont aussi nécessaires dans des pays développés du nord global. Et ce paradigme devrait nous bénéficier tous parce qu'il y a des personnes du nord global qui n'ont pas accès à tout ça. C'est très intéressant, à mon avis, parce que le pharmacie public peut pas être considéré de la même façon partout dans la planète. Ce que nous avons eu jusqu'ici, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a une lutte partout. Mais la modalité de cette lutte va être différente. C'est pour cela qu'à mon avis, la façon de l'aborder est différente. Donc, la question de Sarah porte sur le fait que j'ai travaillé en Europe, même si je suis brésilienne, je suis basée en Belgique. Et j'ai travaillé sur cette question-là depuis la Belgique de façon prioritaire. Donc, il faut souligner quelque chose. Tout d'abord, les pharmaceutiques publics sont nécessaires ici en Europe. C'est pas une question de pays pauvres où il n'y a pas l'accès aux technologies de santé. Parce que tous les pays souffrent à cause des prix élevés des médicaments, du manque de médicaments comme Goparati, et ils souffrent d'autres soucis liés à la ligne de production. Parce que le lobby de Big Pharma est très, très agressif et exerce de la pression pour que les États puissent diminuer les protections environnementales. Donc, le pharma public sont nécessaires ici. Cependant, et à mon avis, à partir de mon expérience, nous voyons que le néolibéralisme a été renforcé au nord global plus fort que jamais. Donc, c'est méfiance au rôle, vis-à-vis du rôle de l'État pour les politiques publiques face aux problèmes que nous avons devient un enjeu majeur au nord global. La solution plus évidente pour la plupart des pays, c'est d'allouer plus d'argent sur l'initiative privée parce qu'ils considèrent que l'État est corrupt, inefficace, etc.
Comme nous avons discuté dans ce domaine, apparemment, c'est la conséquence des décennies de néolibéralisme avec une propagande interrompue au nord global. Et mon dernier commentaire, quand nous parlons de pharma public au nord global, nous constatons une réaction intéressante. C'est-à-dire, les personnes pensent que là n'existe telle chose ici. Les personnes disent, ah, de pharma public, ah, c'est très bien, mais ça se passe où? Euh, euh, à Russie, à Cuba, au Brésil, peut-être en Argentine. Donc, l'initiative, c'est de présenter cette idée pour que les experts puissent savoir qu'il y a pas mal d'initiatives sur ces lignes en Europe. Au Portugal, nous avons un laboratoire militaire qui produit des décennies de médicaments dont il y a une pénurie sur le marché. Aux Pays-Bas, vous verrez qu'il y a des hôpitaux publics avec des technologies de pointe. En Roumanie, nous voyons des installations publiques qui produisent des vaccins pour le marché. Et si nous regardons le passé, nous verrons une vague de privatisation brutale ici en Europe. Des instituts qui sont en train d'être privatisés. En 2024, nous avons un exemple tragique aux Pays-Bas, un institut important de vaccins qui a été privatisé. Mon dernier commentaire, nous avons des exemples non seulement en Europe, mais aussi en Europe. J'ose pas parle de cela parce que nous avons des personnes telles que Dana Brown qui sont ici présentes. Donc, je ne vais pas soulever les exemples des États-Unis, mais là-bas, c'est quelque chose de fort également. Et la discussion est de plus en plus au point, même s'ils sont au centre du néolibéralisme. Mais il est très important de le regarder depuis ce point de vue. Merci, merci Alain. Et j'ai une question pour Laurent. Et je vois que dans la partie de clavardage, nous avons quelques questions. Je pourrais peut-être commencer à les lire et vous les répondrez par la suite. Et s'il y a temps suffisant, nous viendrons vers les miennes. Quelqu'un demande quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face quand il s'agit de favoriser les initiatives de pharma public et comment nous pouvons combiner la recherche avec des idées. Qu'est-ce que vous en pensez? Entre-temps, je vais poser une question à Lauren. Quand vous parlez, je pensais au point clé que vous avez soulevé, tel que l'investissement public et les intersectionnalités. Parfois, ça se voit pas immédiatement, euh, mais c'est la même chose avec les investissements privés. Dans les investissements privés, la logique de marché est au premier plan, mais c'est pas la situation pour les investissements publics. Il faut prendre en considération d'autres choses. Vous pouvez pas tout simplement désinvestir. Pour le pharma public, il y a toute une autre série de considérations à faire. Et je tiens à vous demander, qu'est-ce que vous en pensez d'une question si importante? OK, je vais prendre en considération le contexte africain. Il y a pas mal d'exemples. Comme vous le savez, peut-être en Afrique du Sud, il y a un scandale de l'année passée ou l'année auparavant. Nous étions en train de manufacturer un vaccin qui était étatique à l'origine et le nom est BioVac, mais après, cela a été privatisé. Cela a commencé après de 1924 pour faire l'immunisation publique visant les enfants. L'idée était de l'acheter au niveau de l'État pour garantir la sécurité. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu un appel d'offres pour vacciner les enfants
et un pharmaceutique généraliste l'a remporté. Il y a eu pas mal de discussions publiques, pourquoi nous investissons dans la production et que nous n'achetons pas. Et la réponse constitutionnelle, nous avons l'obligation de dépenser l'argent ou de l'investir dans des questions qui favorisent tout le monde, mais pas forcément dans des sociétés publiques. Et ici, il y avait une autre position qui euh, contestait ces idées. Mais comme société publique, apparemment, ces sociétés ne créent pas de gains, donc il fallait allouer des fonds publics à la production. Donc, par cela, je veux dire qu'il faut de consensus public. Il y a des questions commerciales qui c'est pas possible de laisser de côté. Et ce consensus dont je vous parlais est politique, mais pas seulement. Cela porte sur des facteurs constitutionnels. Dans le sud mondial, il y a une tendance pour que les gouvernements favorisent la législation qui prenne en considération les questions humaines. Et parfois, il y a la contrepartie de la politique publique qui déclenche d'autres débats vis-à-vis des possibilités budgétaires. Et par cela, je tiens à vous dire comment parfois c'est difficile, compliqué. Cela porte sur les achats publics et sur d'autres consensus. Et pas tout le monde va être content avec quelques décisions. Donc, je n'ai pas de réponses, mais des exemples pour l'illustrer. Je vais laisser la séance ouverte si les présentateurs voudraient prendre des questions qui ont été soulevées dans le clavardage. Si vous voulez, je peux le lire à nouveau. Accordez-moi quelques secondes seulement. Ah oui, quelqu'un doit poser la question de comment résister la lutte de programme visant à démanteler la santé publique et quelques idées, comment établir le lien entre le public pharma et la recherche pour que la recherche parfois est privatisée et finalement cela devient un produit privé. OK, quelques idées pour que vous puissiez en considérer. OK. Je vais partager l'exemple bolivien. Nous avons nos propres rapports pour favoriser leur service de la médecine traditionnelle au sein de notre système de santé national. Et ici, nous avons les méthodes pour traiter les maladies en suivant des méthodes traditionnelles. Cela veut dire que ces produits naturels, même si nous n'avons pas une industrie de pharma naturel encore, nous avons des pharmacies communautaires, de médecins locaux, des producteurs des produits ancestraux, l'enregistrement sanitaire des produits et la promotion des productions de plantes qui soutient ce registre au sein de l'Agence nationale pour les médicaments. C'est pour cela que nous devons faire la promotion depuis le niveau communautaire, même si nos réalités sont différentes, parce qu'en Bolivie, nous avons une loi nationale qui reconnaît cette sagesse la femme sage et tout cela. C'est pour cela que nous avons ce système dans le système de santé, pas comme un ghetto, mais comme partie du système de santé. Et les communautés s'organisent pour produire ce type de produits.
Et nous avons ces règlements qui les reconnaissent. Nous savons que quand les communautés s'organisent pour les produire, ils gagnent plus de souveraineté parce que nous pouvons favoriser la production ancestrale des produits naturels qui aident l'économie naturelle et qui reconnaît notre identité ancestrale et notre médecine ancestrale. Donc, nous les possibilitons en Bolivie, mais je suis consciente que c'est une lutte contre le capitalisme, le fascisme, le classisme. Il s'agit d'un sujet assez compliqué, mais c'est pour cela que nous devons organiser notre lutte contre le capitalisme, le colonialisme, le patriarcat, parce que nous avançons à respecter la santé de tout le monde, même si nous avons des pharmacies. Je vais vous donner un exemple. Lors de la COVID, nous n'avions pas de remède pour la fièvre, mais nous avions nos herbes, nos préparations, notre sagesse dans les communautés. Si vous pouvez avoir des différents programmes, si vous avez pas de l'air, de médicaments, de produits alimentaires sains, tout le reste est de poison. Et nous avons la santé de la mère terre et cela nous permettra d'arriver à un état de santé. C'est grâce à la mère terre et pas à la monoculture. Et cela porte sur notre façon de nous relationner avec le monde. Je vous remercie, Sarah, de m'avoir accordé la parole. Merci, Fifi. Je vois une autre question dans le clavardage, mais j'ai une question pour Gopa et je vais utiliser mon privilège de modératrice pour lui poser cette question. Vous toutes et tous avez abordé le sujet, mais vous avez surtout parlé du néolibéralisme et comment cette philosophie a gardé l'idée que l'État n'y est pour rien et cette philosophie suit un chemin spécifique et je suis curieuse de savoir quelles sont vos pensées sur le scénario nouveau de commerce international que nous vivons, qui est toute neuve et trop incertaine. Donc, peut-être nous pourrions l'utiliser pour renforcer la souveraineté, le pharma. Peut-être nous pourrions établir le lien entre cette narrative et l'incertitude du commerce, pour en parler. Merci, merci Sarah. Quand le gouvernement dit qu'ils n'y sont pour rien, c'est que l'idée, c'est d'avoir l'efficacité maximale. Donc, ils disent que le gouvernement ne pas le mieux. Argent pourrait arriver. Nous devons poursuivre l'efficacité comme l'objectif. C'est pour cela que, comme Laurent l'a dit, les règles d'achat mondiales sont assouplies. Peut-être vous ne devriez pas vous occuper des autres efficacités et poursuivre l'efficacité économique. Donc, et le néolibéralisme a apporté l'efficacité économique.
Donc, le poursuite de l'efficacité a fait que la production soit de plus en plus conservatrice. Et tout s'est passé assez bien, même à une époque où il y avait des documents qui disaient vous ne devez pas demander de la production locale de la OMS, c'était cette publication. Jusqu'à la COVID, les personnes n'étaient pas si courageuses d'en parler, mais avec l'arrivée de la COVID, nous avons vu comment la concentration de la production peut avoir des conséquences au niveau du manque de disponibilité. C'est pour cela qu'il est important d'avoir une production décentralisée et cela pourrait être justifié d'autres angles comme le changement climatique, l'empreinte écologique. Et c'est pour cela que nous devons avoir une production plus décentralisée. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que d'un côté, le Nord essaie d'avoir un mécanisme de chaîne avec toutes les matières premières et en même temps, il décourage les pays en développement d'avoir une production locale. Pour le pharma public, la question, c'est que la production est assez compliquée, c'est mieux de la laisser au marché. Comme approche néolibérale, vous savez que la santé est considérée un business et que la santé est un commodity. Voilà le problème. Qu'ils considèrent cela pas comme un bien public parce que la santé est un bien public. Et si vous abordez le sujet de ce point de vue, le gouvernement a un rôle à y jouer. Et les autres points que je vous ai mentionnés, les questions de santé publique, et, et en plus, ce que le Nord essaye de faire, tout le monde, les États-Unis, c'est d'imposer des tarifs, des impôts sur les produits pharmaceutiques, mais qui vont en souffrir? Le public. Parce que cela ne veut pas dire que les prix vont baisser. Et d'où viennent ces engrais de l'étranger? Donc, au but de compte, il n'y a pas de source immédiate pour les remplacer. Si vous avez une bonne production locale, le marché local est censé agrandir ou avoir une partie plus grande du marché national. Même les formulations viennent de l'étranger. Donc, s'il y a des impôts qui sont imposés, cela ne peut pas être remplacé. Si nous imposons, si nous levons des impôts, ce sont les habitants qui en paieront le coût. Du point de vue de bien public, il est important d'avoir une production décente et de repousser la concentration de production. Et deuxième point, au point national, il est important que si vous laissez tout au secteur privé, la santé ne devrait pas dépendre du modèle de business de la société. Mon droit à la santé dépend des politiques de mon gouvernement. Euh, je peux demander à mon gouvernement, mon droit à la santé a été violé. Donc, mon droit ne devrait pas dépendre du modèle d'une société privée. Donc, je préférerais demander à mon gouvernement de le réglementer que de voir mon joie de droit s'énuire. Parce que les sociétés privées ne sont pas redevables.
Alors, ce que nous devons faire et ce que les moyens privés, ils doivent être redevables pour ce qu'ils font pour la santé des peuples. Cela est le cas dans les pays en voie de développement. Alors, il est essentiel de créer cet espace pour que ceux qui doivent garantir les droits des citoyens soient les gouvernements et qu'ils encouragent les entreprises à faire de même aussi. Merci, Goupagomar. Alors, c'est une réponse très puissante. Nous avons du temps pour encore une question. Est-ce que nous pouvons le faire en 2, 3 minutes? Après, j'ai quelques annonces. Il y a plein de choses qui vont se passer dans les prochaines semaines et je voulais vous faire partie. Alors, la dernière question va faire par Ibles. Laura nous demande comment est-ce que nous voyons les techniques de production mixte de développement. Elle est en train de faire ses études de diplôme en Colombie. Par rapport à la souveraineté, elle parle sur la logique des biopharmaceutiques et la logique combinée de savoir traditionnel. Alors, qui voudrait intervenir sur cette question? Alors, je vais répondre rapidement. C'est une question très importante. En général, ce n'est pas une question ouverte. Alors, en dépit de autres positions qui sont importantes dans cette gare, je voudrais expliquer la position du Mouvement pour la santé des peuples. Pour nous, les associations publiques privées sont des exemples de public pharma. Ceci est dans notre document de position de politique. Pour avoir une association publique-privée, il faut avoir une, une pharmaceutique publique qui interagissent avec les privés. Mais cette union n'est pas une pharmaceutique publique en soi. Et ça est important parce que ceci montre que nous ne luttons pas pour ce type d'accord. C'est une question que nous avons très claire parce que les mots association, dans la majorité des cas, est une question qui peut nous décevoir. Une association, en général, fait partie d'un équilibre. Si on est dépendant, c'est une relation toxique. Il n'y a pas d'association proprement dit. C'est-à-dire que nous avons des relations toxiques publiques-privées de dépendance qui ne garantissent pas la souveraineté. Et nous ne luttons pas pour ça. Ces associations ont masqué la tentative de réduire le risque pour le secteur privé, où nous trouvons une socialisation des risques et une privatisation totale des résultats. Pour cela, nous ne luttons pas pour ce type d'association. Dans la vie réelle, comme Laura vient de demander, ce qu'elle dit est très clair, c'est très évident. Il y a un moment où nous voudrions développer un produit spécifique et nous ne trouvons pas le financement de l'État ou des ressources pour le mener à but. Alors, dans ce type de cas, nous devons avoir recours au marché privé à niveau national ou transnational. Mais c'est ici que nous, les académiciens et les militants, nous devons avoir cette réponse très claire. C'est une réponse de marché. Ils essayent de montrer qu'il n'y a pas d'alternative, que l'État n'aura pas ce rôle parce qu'il est inefficace, parce qu'il est corrompu. Et nous luttons contre ça, spécifiquement. Nous devons faire attention à une alternative
qui fait face au néocolonialisme. Nous avons les capacités de les développer dans les États avec le soutien et la participation intense de la population, avec une participation démocratique pour déterminer comment et quand nous allons promouvoir internement notre droit à la santé. Bon, maintenant, nous avons 2 questions de plus et je vais les utiliser comme une invitation aux forums internationaux. Quelqu'un a parlé de ces forums internationaux où nous pouvons parler de ces aspects? Excusez-moi, j'aime comment vous êtes engagés avec, toutes ces questions de débat et je vais utiliser cette question comme une invitation parce que nous avons 2 ou 3 webinaires dans l'avenir. Goupa, est-ce que vous voulez intervenir? Vous devrez être très bref. Je pense que nous devrions préparer un rapport sur le rôle de l'État dans l'industrie pharmaceutique. Je voudrais vous inviter à 3 événements que nous allons organiser en tant que PHM. Je viens de les copier dans le chat. Bon, je vais les copier dans une minute. Le premier, le webinaire sur la gouvernance qui aura lieu le 7 mai. C'est une conversation pour se préparer et dialoguer sur la gouvernance et pour réfléchir sur ce que nous avons déjà obtenu. Nous avons des présentateurs de luxe. La deuxième invitation est pour une conversation qui aura lieu le 16 mai, un dialogue titulé comment nous sommes sortis de la pandémie. Nous ne connaissons pas encore l'horaire et nous parlerons sur la pandémie et comment certaines politiques ont été positives ou nuisibles. Finalement, le troisième événement portera sur la pharmaceutique publique et comment démocratiser l'accès et la propriété dans le nord et dans le sud. Nous parlerons sur les questions que nous avons introduites aujourd'hui en plus de profondeur et comment quelques aspects sont liés avec l'agenda actuel. Et je m'arrête. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci infiniment aux panélistes. C'était un plaisir de vous entendre. Nous avons partagé le premier de plusieurs rencontres où nous allons assister à cet aspect tellement important pour tous. Merci, merci. Pour la prochaine. Merci de nous avoir rejoints. Dans notre site internet, vous allez trouver l'enregistrement et aussi sur YouTube. Et nous serons en contact à travers les réseaux sociaux. Vous avez aussi le rapport que vous pouvez télécharger de notre site. Merci à l'équipe d'interprètes. Nous savons que c'est un grand défi. D'interpréter pour les personnes qui sont dans des différentes langues. Nous sommes très reconnaissants. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au prochain webinaire. À la prochaine.